Bonjour, nous sommes donc à Paris dans les locaux de l'Aéroclub de France rue Galilée et mon nom est Michel Tonini et je suis ancien pilote de chasse spationaute français. Bien, alors évidemment vous avez une carrière extrêmement diverse et brillante dans l'aviation et l'aéronautique. Alors d'abord, qu'est-ce qui vous a donné l'envie? Est-ce que enfant vous aviez des aspirations particulières vers l'aviation ou dans votre famille? Alors enfant, oui, mon père était Air France, ainsi que ma mère, ainsi que mon oncle et ma tante. Donc toute ma famille était dans le milieu aéronautique et qui plus est, mon père travaillait dans les bases Air France qui étaient en Afrique et aux Antilles pour recueillir les avions qui venaient se poser. Et comme il avait appris le morse dans son service militaire et lorsqu'il a fait la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, eh bien ce morse lui a servi à faire la communication avec les avions de ligne d'Air France. Donc on était un peu dans le bain de l'aéronautique. Et moi de mon côté, j'avais quand même eu une bonne accroche au niveau des mathématiques avec mes professeurs lorsque j'étais en France, professeurs de mathématiques. Donc je m'étais orienté plutôt vers une carrière soit mathématique, soit ingénieur. Donc j'ai eu deux rencontres importantes, une avec un prof de maths qui m'a donné de l'amour des mathématiques, donc j'ai dit je vais faire des mathématiques, et après j'ai rencontré un prof de dessin industriel, et en 3 ans j'arrivais à dessiner une partie d'un moteur à la main levée avec toutes les cotations, donc je me suis dit c'est trop bien, dessin industriel, donc j'étais parti pour les arts et métiers. Donc j'ai hésité pendant longtemps entre tout ce qui était mathématiques et dessin industriel. Et j'avais aussi le côté de mon père qui était l'aviation. Alors j'ai réussi je voulais faire quelque chose qui était lié quand même à l'aviation et au travail d'ingénieur dans l'aviation. Et je me suis présenté à l'école des pupilles de l'air en 68 pour faire les classes de maths sup et maths spé, pupilles de l'air, qui permettait de voir un petit peu comment était l'ambiance militaire, de voir comment était mon approche par rapport au pilotage et aux activités aériennes comme le parachutisme ou le planeur. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et au bout de 2 ans, j'ai été conquis par le vol sur avion, par le parachutisme, par l'ambiance militaire. Donc je me suis porté volontaire pour faire l'école de l'air. Et j'ai réussi l'école de l'air. Donc j'ai pu faire une carrière de pilote de chasse à ce moment-là. Et votre père lui-même, il était pilote ou... Non, mon père était contrôleur Air France et il aurait voulu être pilote. Pendant la guerre, il avait... Alors pendant la guerre, il était dans la 2e DB, donc il est allé faire la guerre contre les Allemands et en Allemagne aussi, mais il aurait voulu être pilote, il a commencé à prendre des cours de planeur et à ce moment-là il s'est marié et donc il a arrêté le pilotage malheureusement. Donc ça a toujours été un petit peu sa déception, donc j'ai dit bon moi je vais essayer de rattraper le coup pour la famille en faisant pilote. Il aurait voulu que je sois pilote de ligne et finalement en faisant l'école de l'air on faisait plus facilement pilote de chasse que pilote de ligne, mais alors moi j'ai commencé comme pilote de chasse sur le circuit de l'école de l'air. À l'époque on apprenait sur Fouga Magister, puis à Salon de Provence, puis T33 à Tours, ensuite Cazaux Mystère 4 et ensuite je suis allé à Cambrai sur Super Mystère. Et comme Cambrai avait le plus vieil avion de l'armée de l'air qui était le SMB2, le Super Mystère, on a reçu donc le meilleur avion de l'époque qui était le Mirage F1 en 1976. Donc j'ai fait 2 ans de Super Mystère et après en 1976 j'ai fait la transformation sur Mirage F1 à l'escadron en Normandie-Niemen qui était à Reims, et au bout d'1 an, je suis revenu à Cambrai sur avion Mirage F1, et j'ai continué jusqu'à la fin sur Mirage F1, jusqu'à toutes mes qualifications de pilote à l'instruction, pilote opérationnel, sous-chef de patrouille, commandant d'escadrille sur Mirage F1. Alors il se trouve qu'à Cambrai, j'ai fait les 3 escadrons, j'ai fait le Cornouailles, et puis enfin le 2-12, le 3-12, et après le 1-12 en finale. Et ce qui m'a valu de commander l'escadrille de Tigre, qui est une escadrille assez prestigieuse et assez emblématique à cause du Tiger Meet. Et donc j'ai fait Mirage F1 jusqu'à commandant d'escadrille. Et au moment de quitter le poste de commandant d'escadrille, comme j'avais fait mes 7 ans à Cambrai, soit je partais vers un autre commandement dans une autre escadre,
soit je partais vers l'équipe des pilotes d'essai, mais comme j'avais fait beaucoup de Mirage F1 et comme j'étais le spécialiste un petit peu des radars sur le Mirage F1, les chefs que j'avais à l'époque, un des chefs m'a conseillé de faire quand même pilote d'essai pour travailler sur les radars du Mirage 2000. Alors cette personne-là était militaire, revenait des essais en vol et cherchait également des pilotes de chasse pour alimenter le fait de pilote d'essai. Qui c'était, non ? Oui, c'était Le Breton, Gérard Le Breton. Et donc, je me suis retrouvé pour faire une école de pilote d'essai aux États-Unis en 81, mais il y a eu un problème diplomatique entre la France et les USA. Et donc, au lieu d'aller aux USA, je suis allé à Postcombe Down, en Angleterre, faire l'école de pilote d'essai en Angleterre. Donc, une école très intéressante, extrêmement dure, beaucoup plus dure que ce que j'imaginais, parce qu'il faut voler sur plusieurs avions différents. Donc, il faut apprendre les avions chaque fois, mais de façon parfaite. Puis, chaque vol correspond à des prises de données assez précises et ensuite avec des écrits assez importants. Donc, c'était vraiment une époque où je travaillais jusqu'à 3h du matin, 4h du matin parfois, pour se lever à 7h pour reprendre les journées. Donc c'était un combat pour ne pas s'endormir et pour rester alerte tout le temps. C'était très très dur. Et je me souviens que quand on a fait le devoir final, qui est comme une thèse, qu'on appelle un preview, là je crois qu'on n'a pas dormi de la nuit pendant 2-3 jours. C'était un travail très très fort. Mais c'était une très bonne école parce que sortant de là, on est vraiment bien armé pour faire n'importe quel essai, pour visualiser les problèmes qu'il peut y avoir sur un avion ou sur les systèmes d'armes. Donc c'était quand même intéressant. Alors autre chose que j'aurais dû faire, c'est qu'au retour de mon école de pilote d'essai, j'aurais dû aller comme pilote d'essai à Bretigny. Et il y a eu un changement entre-temps, donc je me suis retrouvé pilote d'essai à Cazaux sur les systèmes d'armes, les armements et les nouveaux systèmes qu'on utilisait à l'époque. Donc j'ai fait ma carrière de pilote d'essai à Cazaux jusqu'à chef pilote d'essai au moment où il y avait la sélection des spationautes français. Cette sélection était faite en France, surtout dans le but de faire le programme Hermès. Et donc on était associé, notre sélection de 1985 était vraiment associée au programme Hermès, qui faisait partie du programme spatial européen, lancé par Ariane 5 et rejoignant une station spatiale européenne. Donc c'était un programme purement européen. Mais Hermès est un avion nouveau et d'essai, donc il fallait des pilotes d'essai. Je me suis présenté surtout pour essayer Hermès, et bien sûr pour être astronaute. Et donc j'aurais dû à l'époque, en 86, partir faire un entraînement à la NASA pour voler sur la navette, mais comme il y a eu l'accident de la Challenger en 86, au lieu d'aller à la NASA, je suis parti en entraînement comme remplaçant de Jean-Loup Chrétien à Moscou pour l'entraînement qui a duré de 86 à 88, qui a été suivi par le vol de Jean-Loup Chrétien. Et ensuite, moi j'ai fait le deuxième entraînement de 91 à 92 avec Jean-Pierre Agnoret pour faire un vol dans l'espace en 92. Alors, quelles ont été vos impressions? Parce que c'était quand même un autre monde. Là. Alors, c'est un autre monde et surtout une autre vie qui est plus difficile parce que lorsqu'on est pilote d'essai ou pilote de chasse, on vole tous les jours, donc on a sa part de récompense tous les jours, on a sa part de plaisir, de sensation tous les jours. Alors que lorsqu'on est astronaute, on est dans un bureau, dans des classes, des salles de cours et à apprendre des systèmes. Donc on a du mal à palper la partie agréable au niveau sensation tout de suite. C'est quand même de longues heures d'entraînement. Au début, apprendre le russe, c'était des journées de 6 heures de russe par jour, assez difficile pour moi. Et ensuite, les systèmes théoriques des vaisseaux spatiaux, des stations spatiales, de la mécanique spatiale, aussi très théorique, bon, beaucoup de théorie. Après, au bout de quelques mois, on est passé au simulateur, ça commençait à être un peu plus pratique, bien sûr, mais c'est qu'un simulateur et non pas un vrai vol, et c'est même pas un simulateur mobile, mais c'est un simulateur fixe. Donc c'est une longue attente, c'est assez long d'attendre pour le vol, mais bon, on apprend le système parfaitement bien et c'est le prix à payer pour aller dans l'espace. Donc les sensations, lorsqu'on est là-haut, les sensations, bon, elles sont bien sûr extrêmement intenses.
non seulement en comparaison de l'entraînement qu'on a eu avant, mais par rapport vraiment à la nouveauté des sensations, le décollage, les sensations au décollage bien sûr, les vibrations au décollage, la poussée au décollage, l'impression d'être extrêmement rapidement dans l'espace, la vitesse que nous avons lorsque nous sommes autour de la Terre, on tourne à 16 fois autour de la Terre par jour, le contrôle minutieux et à la seconde près et au centimètre près pour que le vaisseau arrive dans la station au bout de 2 jours de façon parfaite. Donc là, j'ai quand même une admiration par rapport à l'équipe des ingénieurs et des techniciens qui ont mis ça au point. Et donc un vol intéressant. Le premier vol est un vol fait donc en vaisseau Soyouz TM-15 et la station spatiale Mir, qui était donc à l'issue des 7 stations Salyut et la station Mir, qui était une station purement russe, et dans laquelle j'ai fait des expériences scientifiques, médicales. Principalement avec l'échographie, donc on faisait l'échographie du cœur, des 4 cavités du cœur, des différents organes pendant le vol, et aussi expériences neurosensorielles. Mais il y a au total un panel de 10 expériences scientifiques, médicales à faire dans la station, des expériences sur la physique fondamentale, sur le point triple, les changements de phase en apesanteur avec différentes pressions, les radiations, et donc un ensemble qui était assez intéressant. Donc un vol très très intéressant, très bien, dans une ambiance chaleureuse. Les Russes sont des gens extrêmement sympathiques, donc j'ai gardé un très bon souvenir, des très bons contacts avec les Russes. C'était vraiment, on a bien travaillé ensemble, c'était très agréable. C'était pas pour un pilote de chasse, pilote d'essai, c'était pas un petit peu limité de se cantonner à ce type d'expérience. On voudrait peut-être être plus actif dans le... Oui, c'est vrai, mais on n'a pas le choix. Oui. C'est vrai, mais on vous propose un vol dans l'espace sur Soyouz et non pas un vol comme commandant de bord d'une navette. On prend ce qu'il y a à prendre. Hein, et ça me permettait d'avoir une bonne expérience également pour Hermès. Et d'ailleurs, lorsque j'ai fait l'atterrissage en Soyouz, j'ai réussi à piloter un peu l'hélicoptère qui me ramenait de Djezgazgan à Almaty, au terrain où on allait pendant l'avion pour rentrer sur Moscou. Et j'ai pu expérimenter moi-même le fait qu'après un vol spatial de 15 jours, ce qui était un petit peu la durée qu'on aurait eue sur un vol d'Hermès, les capacités de pilotage sont parfaites. Donc je savais très bien qu'après un vol dans l'espace, on pouvait piloter. Ce qui est vrai d'ailleurs, parce que les gens de la navette spatiale américaine pilotent leur avion après un vol de 15 jours, 3 semaines, sans aucun problème. Donc ça me permet de vérifier sur moi-même que c'était vraiment faisable. Donc c'était un vol qui était intéressant. D'abord, pour la rencontre de l'espace, pour la sensation d'être en apesanteur, qui est une sensation incroyable, pour la vue de la Terre, la vue de la vitesse, les sensations de vitesse, la vue des astres, des planètes, des étoiles, enfin c'est des choses vraiment visuellement extrêmement riches. Et quand je suis rentré en 92 en France, là j'ai appris que le programme Hermès était abandonné parce que la navette était passée en surpoids par rapport aux capacités d'Ariane 5, donc il fallait arrêter à ce moment-là. Donc je me suis retrouvé avec mon programme abandonné, donc j'étais ingénieur au CNES, j'ai fait l'IHEDN pour étudier pendant cette année-là parce que je ne voulais pas perdre de temps, et j'étais également consultant pour Matra Marconi Space qui était à Toulouse, pour les rapprochements entre Matra et les compagnies russes. Et c'était en 93, et donc moi je comptais rester en France comme ça, mais les Russes signent l'accord de la coopération sur la Station Spatiale Internationale en 93, et en 94, fin 94, Jean-Luc Chrétien me dit les Américains aimeraient bien avoir notre participation pour les aider, pour travailler sur les programmes futurs de coopération entre Russes et Américains, pour les rassurer sur l'ambiance avec les Russes, etc. Donc je pars à la NASA en 95 et je fais l'entraînement avec la classe 1995 de la NASA, avec une classe d'astronautes américains principalement. Il y avait une vingtaine d'astronautes américains, il y avait un Canadien, un Japonais et 2 Français dans cette classe. Donc on a fait l'entraînement de base, donc on a recommencé à zéro bien sûr la mécanique du vol. Jean-Luc Chrétien. Donc on était 2 Français, Jean-Luc Chrétien, un Canadien. Que vous connaissiez déjà. Que je connaissais déjà, donc on était encore ensemble, c'était très bien. Côtoyé longuement en URSS.
Donc on a fait l'entraînement, on a recommencé à zéro bien sûr. Et puis Jean Chrétien a revolé dans les années 97 après l'entraînement. Et moi j'ai revolé en 99 sur la navette spatiale Columbia. Et dans ce vol, nous étions 5 personnes, 5 astronautes, dont un Français qui était moi-même. Et nous avons... ce vol-là n'était pas un vol scientifique médical comme le vol russe, c'était un vol plutôt d'ingénieur, puisque nous avons permis de mettre dans l'espace un télescope à rayon X qu'on appelle Chandra, qui était un immense télescope qui était assez lourd. Le télescope plus le moteur était quand même assez lourd, donc on était centré arrière et très lourd. Et donc c'est pour ça qu'on a fait un vol uniquement de 5 jours avec 5 personnes, alors que d'habitude les vols font 15 jours avec 7 personnes. Donc on était limite en masse. Et alors une expérience à l'entraînement très très dure aussi, hein, très éprouvante. Un décollage qui s'est fait avec un an de retard. Un an de retard à cause des problèmes sur la navette, sur le télescope et sur le moteur. Donc il y avait à chaque fois on était retardé. Donc il faut avoir c'est un métier où il faut être patient et confiant en se disant le vol est retardé, il faudra attendre. Et lorsque nous arrivons à Cap Canaveral pour décoller, le premier décollage ne se fait pas à cause d'un problème de capteur de pression sur un des moteurs. Donc on a annulé le décollage à 7 secondes. C'est-à-dire à 1 seconde avant l'allumage du moteur principal, des moteurs principaux. Le lendemain ou le surlendemain, on essayait de décoller, il y avait un orage épouvantable, donc on n'a pas pu décoller. Et le surlendemain, ou le troisième essai, on a réussi à finalement décoller avec la navette Columbia. Et dans ce décollage, on a eu une panne assez grave, puisqu'on a perdu un morceau de moteur au décollage, sur le moteur droit. Donc on a eu une coupure des tubulures hydrogène primaires sur la tuyère droite, qui a fait qu'on a eu une surchauffe sur cette tuyère. On était à 70% de la température maximale du moteur. Donc on n'a pas coupé le moteur, mais on était quand même limite. Et on est arrivé 10 km en dessous parce qu'on a perdu trop d'hydrogène dans cette fuite, bien sûr. Et surtout, on a eu une panne juste lorsqu'on a décollé. On a une panne électrique assez importante qui nous a demandé de couper toutes les protections électriques des ordinateurs qui surveillent les moteurs. Donc c'était assez complexe comme décollage, mais on s'était vraiment bien entraîné au simulateur, donc on était vraiment bien rodé pour toutes les pannes. Et on travaille à l'américaine, donc on a décollé. 7 heures après, on a déployé le télescope Chandra. Donc on a décollé à minuit, on a déployé à 7 heures du matin. Et j'étais numéro 2 dans le déploiement avec Katie Coleman. Donc c'était la mission principale, donc on était vraiment bien réussi. Après on s'est couché à 7 heures du matin. Et le lendemain, on a fait les expériences secondaires. Donc vol de 5 jours, un vol aussi intéressant, différent comme ambiance parce que c'est un travail à l'américaine, donc une timeline extrêmement dense. Et je me souviens que dans ce vol-là, j'ai eu uniquement 2 heures pour regarder par la fenêtre. J'avais vraiment pas de temps, tellement le programme était complexe, à la différence du programme russe, qui était quand même un peu plus relax. Rentrer dans l'atmosphère, atterrissage, rien à voir avec les Russes, bien sûr, une rentrée extrêmement douce, un atterrissage encore plus doux. Et donc là, après cet atterrissage, je pensais aller revoler une 3e fois pour faire un autre vol, et même un vol long. J'étais prêt pour faire un vol long, et finalement, j'ai pas réussi à avoir ce vol, puisque j'ai volé en 99 sur la navette Columbia. La même navette Columbia a explosé en 2003 en rentrant au sol. Donc en 2003, je me suis dit, à ce moment-là, il faudra 3 ans de retard. Vu le retard sur Columbia, vu mon âge, ça sera extrêmement difficile de revoler. Et j'ai préféré donc quitter la NASA pour prendre un poste de management en Europe, à Cologne, comme chef de la division des astronautes pendant 2 ans, puis chef du centre des astronautes pendant 6 ans. Donc chef du centre de Cologne. Du centre de Cologne, qui est un centre qui comporte les astronautes, le médical et l'entraînement, et l'administration. Donc il y avait environ 110 personnes. Alors entre les deux, entre l'URSS, les États-Unis, ça a été assez brutal quand même s'il y a eu un coussin entre les deux, mais... Alors c'est brutal, oui, c'est vrai que c'est brutal. Disons que quand on s'entraîne en Russie, on est au centre d'entraînement de Star City, Cité des Étoiles, qui se trouve à côté de Moscou, à 1 heure de Moscou. On est logé par les Russes, on va à pied au centre d'entraînement ou en vélo. Enfin, tout est organisé pour qu'on perde le moins de temps possible dans les transports. À la NASA, c'est différent. À la NASA, on est responsable de son logement. On peut habiter à côté de la NASA ou on peut habiter à 1 heure de la NASA, c'est comme on veut. Donc,
on est moins aidé. On est aussi aidé, mais moins aidé que du côté russe. Et puis l'entraînement est différent. Disons qu'en Russie, vous arrivez en cours. À l'époque, il n'y avait pas de livres qu'on vous donnait avant, ni de polycopier, ni de DVD à regarder avant. Donc c'était vraiment, vous arriviez en salle de cours, le prof parlait en russe et on copiait sur le cahier ce qu'on comprenait en russe ou comme on pouvait en dessin ce qui se passait. Alors que les Américains ont quand même un armada de supports audiovisuels qui est assez incroyable, qui fait qu'on peut lire le cours avant le cours, donc se préparer au cours. Et si on a loupé le cours, on peut regarder parce qu'il est filmé, donc on peut regarder ce qui a été fait au niveau de son enregistrement. On a accès au centre d'entraînement et aux instructeurs quand on veut, donc si on n'a pas compris, on peut demander à un instructeur qui nous explique. Donc c'est différent comme système, c'est beaucoup plus libre. Mais par contre, aux États-Unis, vous êtes responsable un petit peu de votre entraînement. Donc, vous avez un centre d'entraînement qui vous donne l'entraînement, mais vous, en tant qu'astronaute, vous devez savoir identifier les points où là vous avez besoin de cours complémentaires et de demander des cours. Par contre, ce qui était surprenant à la NASA, c'est que j'avais accès aux simulateurs quand je voulais et accès aux instructeurs quand je voulais. La salle d'instructeur était au 2e étage, j'y allais, je pouvais demander ce que je voulais. Et j'avais fait lien d'amitié avec beaucoup d'instructeurs de la navette, donc j'avais vraiment les portes ouvertes à tout le système. Dans les deux cas, c'était toujours avec Jean-Loup Chrétien, alors finalement. Alors, dans les deux cas, c'était en Russie avec Jean-Loup Chrétien, puis Jean-Pierre Ignoret. Et à la NASA, c'était avec Jean-Loup Chrétien. Et aussi, il y avait quand même Jean-François Clairvoy qui était à la NASA avec nous, et Philippe Perrin, qui est arrivé par la suite en 1996. Donc on était 4 Français et Jean-Jacques Favy, donc on était 5 Français. C'était important quand même, effectivement, d'avoir quelqu'un, enfin, avoir un compatriote, un ou plusieurs avec soi. Alors finalement, j'étais très ami avec les Américains, notamment avec l'astrophysicien, astronaute Edward Lu, et puis avec Robert Corbin. Donc j'avais beaucoup de copains américains de la NASA, qui sont toujours restés mes amis d'ailleurs. Et non, les liens d'amitié chez Américains et chez Russes sont les mêmes. Ce sont des gens comme nous, il n'y a pas vraiment de différence au niveau humain. Et il n'y avait pas alors cette pression URSS-Russie, je suppose qu'avant de partir, on se dit ça va être quand même un peu chaud peut-être. Alors, il n'y avait pas la pression. Par contre, dès que je suis arrivé à la NASA, tout de suite les questions ont fusé de la part des Américains pour me dire mais est-ce que c'est vraiment sûr le système russe? Est-ce que c'est vraiment confortable? Est-ce que des détails, mais des détails incroyables sur des fausses impressions qu'ils avaient eues au niveau des Russes, qui pensaient que la station avait des problèmes divers et variés. Donc j'étais là un peu avec Jean-Loup Chrétien pour les rassurer sur le fait que la station fonctionnait très très bien. Et donc c'était ce qu'on a fait en 1995, et ils ont commencé à faire la phase Shuttle Mir un peu plus tard, dans les années 96-97, où là il y avait la navette spatiale américaine qui venait dans l'espace s'arrimer sur la station Mir grâce à un mât d'amarrage spécial intermédiaire, et à chaque fois qu'il y avait une mission, les Américains laissaient un astronaute américain pendant plusieurs mois, pendant 5 à 6 mois. Donc une mission intéressante, une phase intéressante, et puis une phase qui a été positive pour nous, pour Jean-Loup Chrétien et moi-même, parce que nous avons essayé de rassurer les Américains sur cette coopération avec les Russes. Donc on n'a pas été les gens qui ont vraiment décidé de cette amitié franco-russe, américano-russe, mais on a donné notre édifice, on a participé à cette construction d'amitié et de coopération entre Russes et Américains. Et pour vous, physiquement, vous étiez prêt, oui. Vous étiez déjà pilote de chasse, donc alors, physiquement, ça n'a pas été trop difficile de vous mettre vraiment... Non. Physiquement, finalement, on ne demande pas des surhommes ou des gens extrêmement forts, mais ce qui est très important lorsqu'on est astronaute à la NASA, c'est qu'il faut faire une activité régulière. Donc il faut faire du sport
peut-être tous les 2 jours, par exemple, 1 heure tous les 2 jours, mais il faut y aller régulièrement. Il faut pas, si on laisse passer par exemple 15 jours sans sport, après il faut rattraper, c'est très dur. Mais c'est important de faire du sport régulièrement. Peut-être pas tous les jours, moi j'y allais tous les 2 jours, régulièrement, et c'était très très bien. Et la régularité est très importante, parce que j'étais à la NASA à l'entraînement en même temps que John Glenn, qui avait 77 ans lorsqu'il a volé. Eh bien, je peux vous dire que j'étais à la salle de sport, il y était aussi presque tous les jours. Il courait peut-être moins vite, il faisait moins il soulevait moins de poids que les jeunes qui avaient 30 ans ou 35 ans, mais il était là tout le temps. Et je peux vous dire que c'est un exemple pour nous, c'est très motivant, parce que nous voyons nos anciens qui ont 20 ans de plus que nous, qui sont toujours en pleine forme, avec la motivation, et qui vont aller dans l'espace. Donc ça nous dit, dans 20 ans, on peut être comme... C'est un modèle d'identification très important. J'ai été très impressionné par John Glenn, par sa simplicité, son humilité, et sa résistance physique. Il a fait un vol pendant 15 jours, un vol très très compliqué, et ça s'est bien passé. Oui. L'expérience aussi, ça compte énormément dans le domaine. L'expérience et le côté humain. Le côté humain compte beaucoup. Et alors, en URSS, pas trop compliqué quand même, justement, la barrière de la langue, parce que même en 2-3 ans, je suppose qu'on ne maîtrise pas parfaitement. Alors, le russe, il ne faut pas vous inquiéter, le russe c'est compliqué 25 ans, mais après c'est facile. C'est juste les 25 premières années qui sont difficiles. Non, je rigole. Non, le russe est assez compliqué au départ. C'est comme une histoire de souplesse. On est assez, comment dirais-je, on est assez abrupt par rapport à l'apprentissage des langues. Donc pendant 6 mois, j'étais vraiment nul en russe. Et puis un jour, ça s'est délié. Je me suis laissé aller, un peu comme si je jouais la comédie. Et en se laissant aller, ça se passe très très bien. J'ai commencé à faire des petites phrases. Les Russes me comprenaient. J'ai réussi à comprendre leurs phrases. Et puis petit à petit, j'ai fait des phrases de plus en plus longues. J'ai réussi à les comprendre de plus en plus. Et c'est un long procédé, mais intéressant. Et puis un pays extrêmement intéressant, des gens extrêmement riches au niveau humain et qui nous ont emmenés partout. On est allé à Baïkonour, on est allé en Ouzbékistan, on a été au Daghestan. Enfin, on a fait des choses incroyables avec les Russes. Durant la préparation. Oui, c'est un pays incroyable et des gens vraiment incroyables en culture, en richesse, au niveau amitié. Et puis quand vous arrivez français en Russie, les Russes vous montrent qu'ils aiment la France, et donc ça fait chaud au cœur. Oui, et puis il y a le précédent Normandie-Niemen. Oui, il y a une hospitalité en Russie qui est vraiment extrêmement importante. Ça, c'est quelque chose que je voudrais souligner. J'ai rarement vu une hospitalité aussi forte qu'en Russie. J'ai l'habitude de dire que si un Russe gagne 100 € par mois, eh bien, le jour où il vous reçoit avec 100 € sur la table. C'est-à-dire qu'il va tout mettre pour vous recevoir. Alors que nous Français, on ne reçoit pas aussi bien que... Alors j'essaye de garder un petit peu cette ambiance. Quand chaque fois que j'ai rencontré des Russes dans le monde entier, quand ils avaient un problème, je me suis porté volontaire pour les aider, bien sûr, parce que ce sont des gens extrêmement attachants. C'est une histoire... je comprends les anciens du Normandie-Niemen, je comprends les liens d'amitié très forts qu'il y a eu entre les Français et les Russes pendant le Normandie-Niemen, et je comprends tout à fait cette chose. Et dans l'espace, il y a eu un support énorme des Russes pendant mon vol. Mon vol a été réussi grâce aux Russes à 90%. Alors, entre la période d'entraînement et puis la mission proprement dite, on passe dans un monde aussi là complètement différent. Alors, est-ce que vous étiez suffisamment bien préparé pour que ce soit pas trop... physiquement, surprenant physiquement et puis mentalement aussi. Parce que... Physiquement, c'est très bien fait parce que chaque vol est fait, chaque vol donne lieu à un débriefing. Chaque débriefing donne après une orientation sur l'entraînement. Tout ce qui est accélération, c'est répété à la centrifugeuse. La façon de respirer sous accélération est répétée en centrifugeuse. Les simulateurs sont bien. Les scaphandres, quand vous allez au simulateur, c'est une session avec scaphandre, une session sans scaphandre. Donc, on est habitué au scaphandre, ça devient une seconde peau. On arrive à être bien dans ce Soyouz qui est très petit. On arrive à être bien dans ce scaphandre parce que c'est la répétition qui vous met à l'aise dans cet environnement. Oui. Et en plus, les Russes déjà m'avaient donné ce rythme de faire
2 heures de sport tous les 2 jours. Donc un jour sur 2, j'étais à la salle de sport pour faire un peu de cardio, un peu de muscle, un peu de natation. Donc c'était une bonne atmosphère. Le sport était bien. Et c'était au sport que je rencontrais les anciens cosmonautes russes qui venaient à la salle de sport. Et ça nous permettait de travailler avec eux, d'échanger avec eux, de discuter avec eux. Et donc ça nous motivait un peu plus pour apprendre le russe, pour pouvoir leur poser des questions un peu pertinentes sur leur vol. Et je me souviens que c'était toujours intéressant parce qu'ils se confiaient facilement, même sur des choses qui pour moi auraient été secrètes, sur les problèmes à bord de leur station spatiale, mais ils se confiaient très facilement. Ah oui, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là, parce qu'on aurait pu penser effectivement qu'il y avait quand même qu'on se regardait un petit peu en chien de faïence. Enfin, pas du tout. Ils m'ont raconté des choses que j'ai jamais même racontées dans un livre ou dans un journal, parce que c'est des choses qui étaient secrètes, et j'ai respecté l'accord de secret qu'ils m'avaient demandé, de même que les Américains m'ont confié des choses incroyables au niveau secret, que j'ai respecté. Ils m'ont dit, Michel, ça c'est un accord qu'on fait entre toi et moi, tu ne pourras jamais le dire toute ta vie, donc j'ai gardé ma parole par rapport à ces gens-là, de la NASA ou des Russes. Donc chose. Vous n'allez pas le dire aujourd'hui? Ah non, parce que c'est des choses qui sont classifiées que je ne dirais pas ni chez les Russes ni chez les Américains. C'est parce que ça n'apportera rien de toute manière à la connaissance de l'espace. Ce sont des choses qui sont classifiées, donc je garde pour moi. Et sur le plan mental, il y a aussi une préparation particulière? Alors, sur le plan mental, la préparation, elle n'est pas vraiment... vous ne passez pas avec un psychologue pendant des tests qu'il va vous faire, qui va vous entraîner. Mais, par exemple, vous allez en Russie, chaque fois qu'il y a un entraînement, le médecin d'équipage est à côté de vous. Très souvent, 1 fois sur 2, il était là. Le médecin d'équipage, il a également la connaissance de vos paramètres physiques, mais également, il a une formation de psychologue. Donc, il sait vous juger au niveau psychologique. Et il sait très très bien si vous êtes bon ou pas bon pour le vol. En général, ceux qui ont été sélectionnés sont bons pour le vol. Mais une chose qui est importante, c'est que avant de partir à l'entraînement, vous êtes vérifié ou testé par les médecins russes au Tsniak, qui est l'hôpital principal militaire de Moscou. Et l'entraînement, la sélection dure 15 jours. Donc on peut dire pourquoi 15 jours. Finalement, lorsque vous êtes 15 jours là-bas, les tests ont lieu le matin de 7h à 9h, et de 9h du matin jusqu'à 18h, 20h, rien ne se passe. Alors rien ne se passe, c'est le grand ennui. Alors, moi, je m'étais pas laissé désemparer parce que j'amène toujours plein de livres avec moi. Je suis un fou de lecture, donc je lisais constamment. Mais les Russes venaient me voir dans ma chambre, me disant « Michel, ça va ? Tu t'ennuies pas trop ?» Je dis « Non, ça va, toi, j'ai du bouquin. T'as pas envie de discuter un peu ?» Alors bon, on discutait. Et puis ils me disaient « Tu veux jouer aux échecs ?» Bon, on va jouer aux échecs. Alors je joue aux échecs avec eux. Ils me mettaient, bien sûr, ils me battaient aux échecs parce qu'ils sont extrêmement forts aux échecs. Mais pendant la partie d'échecs, ils me parlaient de Napoléon, et puis ils me parlaient du côté historique. Et par Napoléon, les liens d'histoire qu'il y a eu entre la Russie et Napoléon. Et donc, ils me testaient. Finalement, les 15 jours que vous faites d'entraînement, de sélection médicale chez les Russes, c'est un peu du médical, mais c'est surtout du psychologique. Donc, ils savent au niveau psychologique si vous êtes à la hauteur ou pas, tout simplement. D'accord. Bon, il n'y a pas une chasse aux Français de la part des demoiselles russes, spontanées ou non spontanées? J'en ai jamais vu. C'est-à-dire que nous, on n'est pas à Moscou, on est à 1 heure de Moscou, dans la campagne. Donc là, je pense que les espionnes qu'on voit dans les livres sont plutôt du côté de Moscou, dans les grands hôtels. Nous, on était... Donc il n'y avait rien de prévu sur ce plan-là? Il n'y avait rien de prévu, non. C'était assez tranquille. Hein. Et justement, le fait d'avoir fait une première période comme second de Jean-Loup Chrétien, je suppose que ça vous a aidé. Ah, complètement, parce que tout à fait. Dans les cours, je lui demandais, quand je ne comprenais pas, je lui demandais qu'il m'explique, bien sûr. Et surtout, dans les cours, je lui disais, mais est-ce que ça c'est important? Il me disait, ça c'est vraiment important, il faut le faire, ça c'est moins important, tu pourras le faire après. Donc il me donnait un petit peu la priorité dans les cours, ce que je devais faire. Et surtout, très important avec Jean-Loup Chrétien, c'est que comme il avait été volé avec eux une première fois, il était reçu partout chez les grands cosmonautes comme Leonov, comme Johnny Bekov. Donc je me retrouvais en soirée avec ces anciens qui me parlaient, qui me considéraient comme un des leurs alors que je n'avais pas encore volé. Vous voyez, un gars comme Leonov, qui était un des plus anciens astronautes, me considérait comme un des leurs. Et c'était extrêmement intéressant d'être avec eux, de voir leur relation entre eux. C'était vraiment très sympathique. Et il y a une préparation un peu spécifique justement pour ce rôle
quand même particulier de l'astronaute qui est là, mais qui en principe ne va pas voler cette fois en... La préparation, non, parce que l'astronaute qui est remplaçant, il a vraiment la vocation d'être jusqu'au dernier moment prêt à voler. Parce que les vols sont extrêmement chers et extrêmement complexes. Si le numéro 1 est malade la veille du vol, eh bien c'est le numéro 2 qui remplace au débeauté. Donc il faut vraiment être prêt jusqu'au dernier jour. Il faut vraiment avoir ça dans la tête qu'au dernier moment, on peut voler à la place du numéro 1. Donc l'entraînement est exactement le même et ça permet de travailler efficacement. Et alors, la phase du décollage, c'est peut-être ce qu'il y a de plus violent et de plus différent et de plus marquant peut-être aussi dans ce que vous vivez à ce moment-là, parce qu'après, quand vous êtes en orbite, bon, disons que c'est... La phase de décollage, elle est dynamique bien sûr, parce qu'elle est bruyante, les accélérations sont très fortes, et ce qui est vraiment surprenant, c'est la vitesse à laquelle vous allez. La phase de décollage initiale, elle est quand même lente, parce que la fusée, elle fait 500 tonnes, la poussée, elle est à 550 tonnes, donc il y a un rapport poussée-poids qui est légèrement supérieur à 1. Donc le décollage est un peu lent, mais on prend 3G, 4G au décollage. Sur l'avion de chasse, on prend 10 G, entre 9 et 10 G. Donc, G, c'est l'accélération de l'apesanteur. Donc, on prend plus sur un avion que sur un Soyouz. Mais le Soyouz, c'est pas 20 secondes ou 30 secondes, c'est pendant 9 minutes. Donc, ça dure 9 minutes. Mais je me souviens très très bien que le premier étage, vous montez à la verticale, et le dernier étage, on est à la horizontale, et le dernier étage vous pousse vraiment à une vitesse incroyable pour qu'on ait cette vitesse d'équilibre de 28 000 km à l'heure pour tourner autour de la Terre. Et donc là, c'est impressionnant le dernier étage parce que ça n'arrête pas de pousser. Et on a l'impression que si on était dans l'air, le système casserait complètement. On est dans le vide, heureusement. Donc on a du mal à imaginer, quand on est dans l'espace la première fois, on a du mal à imaginer qu'on est vraiment dans le vide. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. C'était, je suppose, un peu angoissant quand même. Comment vous l'avez vécu? Non, parce qu'on se prépare, on se prépare mentalement. Moi, je me suis préparé moi-même et au travers des discussions que j'avais eues avec les anciens astronautes, bien sûr, ou anciens cosmonautes, mais il n'y a pas vraiment d'angoisse parce que c'est rassurant. Chaque heure que vous passez qui se passe bien vous rassure un peu plus sur le vol. Et à la fin, quand vous êtes dans la station spatiale, vous êtes complètement détendu. Mais vous nous avez dit que vous aviez eu quelques difficultés lors de votre vol aux États-Unis. Là, ça a dû quand même être un peu... Alors, il y avait le système russe est beaucoup plus simple que le système américain. Donc, on a eu une panne du radar numéro 1 pour le rendez-vous, mais il y avait le système numéro 2 qui a fonctionné, plus le système backup qui est le manuel, qui est le commandant de bord qui fait l'arrimage à la main. Donc on était vraiment tranquille pour l'arrimage. Chez les Américains, on a eu des pannes graves, mais on a tellement répété au simulateur, et le simulateur est tellement bien organisé. Le système est très complexe, le système américain est très complexe, et donc l'astronaute dans la navette a beaucoup plus d'actions à faire que sur un vaisseau Soyouz. Et nous, chez les Américains, dans ce vol américain, j'ai été considéré comme ingénieur, alors que chez les Russes, j'étais considéré comme un scientifique, donc j'avais pas vraiment des tâches très importantes dans le vaisseau Soyouz. Et là, donc vous avez été très actif justement à cause de toutes ces pannes. Vous avez eu énormément de travail à faire. Alors, sur le décollage, la navette, elle est avec un commandant de bord à gauche, comme sur un avion, le pilote à droite. Il y a l'ingénieur de bord numéro 2, qui est le principal ingénieur de bord pour régler les pannes, qui est au milieu entre les deux. Et moi, j'étais à droite au décollage. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille par paire. Le commandant de bord et l'ingénieur spécialiste de mission numéro 2 travaillent ensemble, et moi je travaille avec le pilote. Comme la panne était liée au système électrique et au système de protection des ordinateurs qui surveillent les moteurs de la navette, la répartition se faisait entre le commandant de bord et le pilote, mais les systèmes électriques et de protection des ordinateurs étaient à droite. Donc moi je travaillais avec le pilote pour faire les protections et les interventions sur les interrupteurs de la navette qui allaient protéger la navette jusqu'à la fin du fonctionnement des moteurs. Donc finalement c'était un mal pour un bien d'une certaine manière, parce que ça vous occupe au lieu de rester un peu passif. On s'attend à voir un décollage où rien ne se passe, et là il s'est passé beaucoup de choses. Vous décollez, le tableau de panne s'allume, l'alarme s'annule, et on avait tellement eu d'entraînement que la réaction d'équipage était extrêmement calme.
Et alors, pour ce qui concerne la mission dont vous étiez chargé, Oui. c'est-à-dire donc la mise en service de cette station télescope, Oui. Comment ça s'est passé? Alors, quels sont les problèmes que vous avez dû Alors, nous, juste qu'on a décollé, après le décollage, on a ouvert les portes de la navette, donc c'est 1 heure après le décollage, l'ouverture des portes, et ensuite on a vérifié l'intégrité du télescope, on a fait les tests, on l'a mis en fonction, on l'a mis en tension électrique. Ensuite, un peu après, on a levé le télescope à 30 degrés, donc là il était un petit peu séparé de ses contacts électriques qu'il avait au préalable. On a refait la vérification de la transmission des données entre le télescope et le centre de contrôle qui est au MIT à Boston. Ça fonctionnait bien. Ensuite, on a coupé les cordons ombilicaux. Donc, le télescope fonctionnait sur ses systèmes propres. On l'a monté à 60 degrés. Vérifier également les transmissions entre le télescope, la navette et le MIT, le centre de contrôle. Et lorsque tout était clair, bon, ça a duré 7 heures au total. Quand toutes les vérifications ont été faites, on l'a déployé. Donc, pour le déployer, on a ouvert des petits loquets qui sont à l'arrière du télescope et les ressorts l'ont poussé, donc il est monté au-dessus de la navette et lorsqu'il était suffisamment loin, les moteurs se sont allumés pour que le télescope se mette sur son orbite finale, qui est une orbite qui fait 100 000 km au point haut et 10 km au point bas, une orbite elliptique qui permet d'avoir un temps d'observation d'environ 55 ou 57 heures sur la partie haute altitude. Et c'est vous qui le guidiez Non, alors on a décollé sur une orbite qui est l'orbite du télescope. Donc on a décollé sur cette orbite-là et le télescope ensuite il est monté sur son orbite en altitude grâce à des moteurs qu'il avait extérieurs. Et vous étiez à l'extérieur quand même de la... Non, j'étais dans la navette. On était dans la navette. On aurait pu faire une sortie extraviculaire dans des cas de panne, supposons que le télescope, on le monte à 60 degrés et qu'il ait un problème et qu'on ne puisse plus le ramener à l'horizontale. À ce moment-là, j'aurais dû sortir à l'extérieur avec Cady Coleman pour le déboulonner et l'éjecter. Ça aurait été vraiment dommage, parce qu'on aurait perdu un télescope, mais on n'a pas eu à le faire, le télescope a bien fonctionné. Donc j'ai pas fait de sortie extraviculaire, mais d'un autre côté, le télescope a bien été mis en orbite, et c'était il y a 20 ans aujourd'hui, presque 20 ans, donc il fonctionne toujours très bien, donc c'est une bonne satisfaction pour nous. Il était donné pour 5 ans minimum, et finalement il a duré 20 ans, et il a trouvé des trous noirs, des étoiles à neutrons, des choses assez intéressantes. Et vous avez vérifié tout de suite que tout fonctionnait bien? Alors la première photo, la première image donnée du télescope est arrivée au sol 1 mois après le décollage. Donc on a décollé fin juillet, fin août on avait la première image, Cassiopée Alpha avec une image vraiment très très nette, donc assez fantastique. C'est bien. Et donc il ne fonctionne plus là alors? Ah si, il fonctionne toujours. Il fonctionne toujours. Il est un peu fatigué quand même. Hein. Il était prévu pour 5 ans, maintenant on est à 20 ans, donc il est un peu fatigué, mais il fonctionne encore. Et il n'y a pas possibilité d'aller le réparer? Non, la différence qu'il y a sur Hubble, par exemple, Hubble est réparable, mais Hubble était à 500 km sur une orbite circulaire, alors que là c'est une orbite elliptique qui est à 100 000 km, donc on est vraiment très très haut. Et il n'y a pas de mission pour aller aussi haut. Bien. Et alors, était-il prévu un autre vol après celui-là? Parce que bon. Oui, j'aurais dû faire normalement un 3e vol après, sur la navette, hein, à la NASA, un vol long ou un vol court. Mais finalement, après l'accident de la navette en 2003, le retard pour le décollage aurait fait 3 ans, a fait 3 ans, donc c'était 2006. Et moi, avec mon âge, je pensais que les chances étaient faibles. Donc j'ai préféré aller tout de suite dans un poste de management. Oui, vous auriez peut-être aimé faire une sortie justement extra. Oui, je peux pas me plaindre. J'ai fait un vol en Soyouz, un vol sur Mir, un vol sur la navette, donc qui n'existe plus aujourd'hui, donc on ne peut pas tout faire non plus. Hein. On n'est pas très nombreux, on va faire un vol sur le Soyouz et sur la navette, donc à chaque phase de sa vie, on ne peut pas avoir tout fait non plus. Hein. Et vous aviez vécu toute l'expérience Apollo ah oui, précédemment, quoi. Je la suivais à la télévision et dans les livres, mais je ne la connaissais pas parfaitement bien. Et vous en avez parlé un petit peu sur place, enfin avec les gens qui... Oui, alors on avait beaucoup de cours faits par des anciens astronautes où on avait à la NASA, on était à l'époque
quand j'y étais dans les années 95-96, on était 130 ou 140 astronautes, dont des anciens qui nous racontaient un petit peu des histoires de leur vol précédent. Et on avait souvent des rendez-vous avec les anciens astronautes qui viennent nous parler. Je me souviens d'Alan Bean, qui était un astronaute qui avait volé, qui nous racontait des histoires avec des anecdotes assez intéressantes sur son vol. Votre vie quotidienne, alors vous étiez complètement mobilisé par la mission, c'est-à-dire qu'il y avait peu de temps pour les loisirs et autres. Chez les Russes, vous avez un plan d'entraînement qui correspond du lundi matin 8h jusqu'au vendredi soir 18h, et tous les jours sont remplis de 8h à 18h. Il n'y a pas un trou dans le graphique d'entraînement. Chez les Américains, il y a plus de liberté, bien sûr, mais à la fin du compte, vous avez des tests régulièrement dans les simulateurs, et les gens vous voient vraiment si vous connaissez ou pas le système. Et les week-ends, alors vous les occupiez à quoi le week-end, moi je faisais du vol moteur, j'avais un aéroclub à côté, donc je faisais du pilotage sur aéroclub, je faisais de l'aéromodélisme, du tennis, et puis on rencontrait des amis, bien sûr, on allait à la piscine, enfin des choses normales, classiques. Une vie très intéressante. Il y avait beaucoup de monde sur place, et un tas de nationalités différentes, je suppose. À Houston, il y a beaucoup d'Américains, de Mexicains, beaucoup d'Asiatiques, et puis il y avait aussi un bon groupe francophone. Bien, on va peut-être parler un petit peu d'Hermès quand même. Hermès. Parce que je pense que c'est quand même un sujet qui vous tient à cœur, vous nous l'avez dit. Bon, alors comment se sont posés un peu les problèmes Alors les problèmes, c'est que Hermès a bien commencé. Quand Hermès a commencé en 85, j'étais à la première réunion avec les candidats astronautes, c'était en région parisienne, et je me souviens que le véhicule Hermès faisait 11 tonnes. Et 11 tonnes, c'était le poids d'un Mirage F1. On faisait 11 tonnes, j'ai dit, si j'arrive à décoller un Mirage F1 et à le poser, pour moi, faire Hermès, ça sera tout à fait possible. Et après, on était dans les réunions, on a commencé à voir que les réunions étaient compliquées dans le concert européen, parce que chaque pays voulait rajouter une fonction particulière. Les Allemands voulaient rajouter le bras robotique, donc les panneaux qui s'ouvrent. On voulait faire vraiment une homothétie de la navette américaine en plus petite. Et je pense qu'on a voulu lui donner beaucoup de complexité, ce qui fait que le poids d'Hermès a augmenté régulièrement de 11 tonnes à 12, 13, 15. Et le poids maximum, je crois, était 22 tonnes. Donc on a dépassé le poids possible à donner sur Ariane 5. Ariane 5 n'aurait pas été suffisante pour lancer Hermès à ce moment-là. Donc c'était obligé d'arrêter Hermès. Il n'y avait pas possibilité de faire quelques compromis quand même pour essayer de rentrer un peu dans les clous Je pense que oui, mais c'était la première fois qu'on faisait un véhicule spatial, et les pays participants voulaient quelque chose d'assez sophistiqué et non pas une capsule. Nous, astronautes, on était plutôt vers une capsule, quand on a compris la complexité de la navette. Mais faire une navette en 85-86, juste dans le contexte de l'après-accident Challenger, qui a coûté la vie à 7 astronautes, nous a commencé à nous faire pencher sur les problèmes d'éjection avec Hermès, et là, les problèmes ont vraiment augmenté. Parce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on fait pour la sauvegarde? Donc on a dit, on veut des sièges éjectables qui viennent de Russie, ou qui sont faits chez Martin Baker. Le domaine d'éjection est quand même très très court. Qu'est-ce qu'on fait si on s'éjecte en dehors du domaine d'éjection? Donc des problèmes vraiment durs. Donc c'était quand même une déception, beaucoup de gens y croyaient. C'était une déception, et sur le moment c'était une grosse déception pour ceux qui participaient, comme moi bien sûr. Mais maintenant que je regarde le système complet globalement, le système d'Hermès, on a récupéré beaucoup. Par exemple le DMS, le Data Management System d'Hermès, a été donné aux Russes, vendu aux Russes ou échangé aux Russes, qui a permis au segment russe de la station spatiale de communiquer avec le segment américain. Donc on a eu quand même une utilisation de ce qu'on a fait comme travaux sur Hermès. Tout ce qui était sur le MTFF, sur la station spatiale européenne, ça a donné lieu à Columbus, que nous avons sur la station spatiale. Ariane a fonctionné sans Hermès, mais pour lancer des satellites de fonction parfaite, puisque nous avons un taux de réussite assez incroyable sur Ariane. Et en plus d'avoir bien travaillé sur des véhicules comme ATV, qui sont également des véhicules qui ont été faits par l'équipe Hermès, en partie, ça nous a permis d'avoir
une bonne reconnaissance par les Américains, qui fait qu'aujourd'hui, on travaille en coopération entre l'ESA et la NASA sur Orion, qui est le futur lanceur, enfin le futur vaisseau qui ira vers la Lune, vers Mars ou vers la station spatiale. Donc on a une coopération déjà qui se fait naturellement entre Américains et Européens sur le programme futur d'exploration. Et ce qui fait que si on était resté purement européen, on serait resté autour de la Terre et sans aller au-delà. Maintenant qu'on a un programme en coopération avec la NASA, eh bien on sera associé à des programmes beaucoup plus lointains. Ce qui fait que, avec cette nouvelle organisation, on aura un jour un Européen sur la Lune, peut-être, qu'on n'aurait jamais eu avant. Donc, dans la coopération, c'est plus lent, mais il y a du bon. Et ça a donné beaucoup d'expérience à tout un tas de gens, enfin, bien sûr. En particulier en France. Puisque... En France, on a appris beaucoup grâce à Hermès. Alors, c'est une sorte d'échec parce qu'on a loupé Hermès, mais pour moi, les échecs ne sont pas des échecs définitifs. Un échec permet d'apprendre, et je pense qu'on a bien récupéré au niveau spatial tout ce qu'on a perdu avec Hermès. C'était une étape par laquelle il fallait passer pour... Je pense que si on était passé sur une capsule, ça aurait été plus efficace, mais à l'époque, les gens ne voulaient pas de capsule. Alors qu'aujourd'hui, le monde entier revient vers les capsules, puisque les Américains font une capsule Orion, les véhicules SpaceX, c'est également une capsule, les Russes ont une capsule, et les Japonais ont une capsule. Donc tout le monde revient à la capsule, et personne ne dirait. Mais à l'époque, c'était plus sophistiqué et mieux pour valoriser les Européens d'avoir une navette spatiale. Ça se passait à Toulouse Alors, le centre de Hermès est à Toulouse, oui. Les ingénieurs étaient à Toulouse, et moi j'étais à Toulouse dans cette période-là, avant de partir en vol, et dans les années 89-90, lorsque je suis rentré de Russie. Qui menait un peu cette opération? C'était le CNES, et puis contact avec un certain nombre de gens. Oui, il y avait M. Couillard et M. Courtois qui ont été successivement les responsables d'Hermès, de l'équipe Hermès qui était à Toulouse. Et alors, justement, vous parliez un petit peu de l'avenir d'Orion, etc. Comment vous voyez ces développements-là? Parce que là, on est dans une période un peu intermédiaire, disons. En ce moment, c'est une période d'accélération parce que pendant longtemps, on ne sait pas trop si on allait sur Mars et sur la Lune. Et là, les dernières déclarations disent qu'on irait sur la Lune en 2024, donc dans 5 ans, ce qui est extrêmement, extrêmement rapide. Donc je ne sais pas trop ce qui va vraiment se passer. Il y a ça, il y a quand même la continuité de l'accord entre Russes et Américains pour le futur, donc qui est très positif. Et puis il y a l'arrivée des nouveaux privés, des gens comme Elon Musk et Jeff Bezos qui lancent également des fusées de façon très très satisfaisante. Donc un milieu spatial qui est vraiment très riche. Donc il y a énormément de perspectives selon vous dans l'avenir. Il y a une accélération et un sentiment plus positif que quand j'ai commencé il y a 30 ans. Même pour Mars, parce que bon, c'est que là on est dans un autre monde quand on commence à parler de Mars. Alors Mars c'est compliqué parce que si on arrive à contrer un petit peu les effets néfastes des radiations sur un vol sur la Lune, disons qu'on pourrait faire 40 jours sur une mission lunaire pour éviter d'avoir trop de radiations. Le problème c'est qu'aujourd'hui avec le système actuel des connaissances, si nous allons sur Mars, on arrive grillé par les radiations. Donc Mars c'est pas encore pour tout. On a encore beaucoup de problèmes à résoudre avant d'arriver sur Mars. Mais ça se passe selon vous, Mars, oui, déjà on le fait avec des robots, donc si on fait avec des robots, on peut le faire avec des êtres humains. Donc, je pense que s'il y a une nécessité d'aller sur Mars, pour des recherches scientifiques, nous irons sur Mars. Si le robot arrive à faire le maximum de travail, si le robot fait 80% du travail, on laissera le robot le faire, bien sûr. Il résiste mieux aux radiations. Alors, est-ce que dans toute cette expérience-là que vous avez décrite assez rapidement, est-ce qu'il y a des périodes où vous avez vraiment craint pour votre vie, quoi, où oui. vous vous êtes senti oui, j'ai eu une période assez difficile, c'est quand j'ai été sélectionné comme astronaute par les Français, donc en 85. Tout s'est bien passé, j'ai été reçu, la sélection a duré 1 an, j'ai été vérifié de tous les côtés et j'ai commencé le russe en 86, début 86, et en mars 86, j'ai eu un contrôle médical en France avant l'arrivée des Russes, et à ce contrôle médical, il me trouve un problème médical qui était grave pour les Français et qui m'a éliminé
de travail d'astronaute, de pilote de chasse, de pilote d'essai. Donc là, une période très difficile pour moi, qui a duré un mois où je me suis débattu avec le mauvais sort, hein, puisque je ne pouvais rien faire, hein, c'était des choses même pas réparables. Et finalement, les Russes sont venus me voir et les Russes m'ont pris malgré mon petit problème. Et j'ai réussi à faire ma carrière d'astronaute, de cosmonaute, et également de pilote de chasse et de pilote d'essai grâce aux Russes. Donc une période difficile en 85 qui s'est bien passée par la suite. Donc c'était pas de crainte dans l'espace, mais non, médical. Un gros souci au sol. Non, dans l'espace, je peux vous assurer que lorsqu'on est dans l'espace, dans la station spatiale, on est complètement détendu, on n'a aucune peur, hein, on est vraiment serein. Et lorsqu'on est dans la navette spatiale, c'est pareil, c'est extrêmement serein. Les phases inquiétantes sont les phases de décollage, et peut-être d'atterrissage. Mais pas la phase orbitale, elle est très tranquille. Hein. Et peut-être d'atterrissage, parce que c'est une phase quand même vraiment critique, la rentrée dans l'atmosphère, oui. etc. Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez vécu cette... Alors sur le Soyouz, eh bien, c'est vraiment le Soyouz qui brûle à environ 2000 degrés, donc les flammes vont lécher le ventre du vaisseau et partir sur le côté, donc on voit sur le hublot les flammes qui vous enveloppent, donc c'est très impressionnant, mais c'est pas... je ne peux pas dire qu'il y a de peur pour ça, on sait que ça va se passer, c'est comme on a appris que ça se passerait. Parce que bon, ça se joue souvent à quelques degrés, quoi, pour la rentrée dans l'atmosphère. Oui, mais tout est calculé parce que vous arrivez à une altitude de 400 km et à ce point-là, on fait une décélération qui est de 100 mètres par seconde. Et ce delta V vous permet de rentrer dans l'atmosphère avec une incidence qui est prévue. Donc tout est bien planifié grâce au delta V, enfin la décélération que nous appliquons au départ. Et le confinement à bord, ça peut poser des problèmes? Alors, dans le vaisseau Soyouz, on n'a que 10 mètres cubes pour 3 personnes, donc c'est un peu petit, mais ça va être un problème parce qu'en apesanteur, on a besoin de moins de place et on peut naviguer au plafond, donc c'est plus facile. Et dans la station Mir, il y avait beaucoup de place. On était vraiment... le fait de pouvoir, vous avez une table, vous pouvez passer au-dessus ou en dessous, c'est vraiment très facile. Et moi, pour dormir, j'avais un module complet de 60 mètres cubes. Donc j'avais une chambre de 60 mètres carrés pour moi tout seul, donc j'avais vraiment de la place pour mettre mes affaires, pour être tranquille. C'était vraiment, j'étais vraiment très très bien. J'avais ma chambre à coucher vue sur la terre, vue sur les astres. C'était quelque chose de... non, c'était vraiment très très bien. Là, ça c'était le... Mir, sur Mir. Oui. J'avais un module complet pour moi. Et sur la navette, c'est plus petit parce que la navette elle fait 70 mètres cubes pour le total. Donc c'est l'équivalent d'un module de la station Mir. Et il y a plus de monde à bord en plus. On était 5 à bord. Oui, c'était plus serré, mais on était répartis entre le flight deck et le mid deck. Donc on était 2 ou 3, 2 en haut, 3 en bas ou vice versa. À 3, ça allait très bien. Et on garde le rythme de vie quotidien. Pareil. Et on dort la nuit, oui. Ce qui est censé être la nuit. Oui. Comment s'organise la journée alors la journée, vous avez une timeline avec des événements à faire, des actions à faire à chaque moment. Donc le plus dur, c'est d'avoir un chronomètre qui vous dit bien, là il faut s'arrêter, là il faut faire telle chose. Donc il faut bien gérer le temps. Là, il n'y a pas beaucoup de choses de libre. Toute la journée est bien définie par le centre de contrôle. Il y a des moments de loisirs quand même. Alors aujourd'hui, sur des vols de 6 mois, il y a le sport, hein, donc 2 heures de sport par jour, et puis les week-ends sont libres du samedi midi jusqu'au dimanche soir. Donc là, il y a des temps de libre, et c'est nécessaire parce qu'il y a une fatigue, pas physique, mais fatigue intellectuelle, hein, de mission, des timelines à respecter. Ce qui fait que c'est bien d'avoir du repos dans les vols longs. Sur un vol de 5 jours, il y avait 0 jour de repos, on n'avait pas le temps bien sûr. Et sur un vol de 15 jours chez les Russes, j'ai eu peut-être une journée de repos le dimanche. On fait quoi alors? On lit Alors le repos, c'était vue de la Terre, hein, faire des photos, lire, voir des films aussi avec les collègues, mais surtout regarder la Terre, regarder les étoiles et la Terre. On l'a vu un peu avec Thomas Pesquet, là, qui a largement distribué ses photos. Ouais. Et bon, par rapport par exemple
Je suppose que vous aviez lu des films de vol. Oui, enfin, même de fiction. De fiction. Genre 2001, Odyssée de l'espace. C'est différent. Vous y croyez à ces films-là Non, parce que c'est pas vraiment réaliste, ces films-là. Par contre, ce que j'ai vu comme film sur l'espace, avant, ça correspondait bien à ce que nous avons là-haut. Genre, c'était Apollo 13, je crois. Apollo 13, alors c'est tout à fait ça. Hein. Surtout Apollo 13 a été tourné, pratiquement tout a été tourné en vol en apesanteur. Donc c'est vraiment un film intéressant. Bien, le centre de Cologne, alors c'est un centre intéressant qui était prévu pour avoir Hermès. Donc c'est un centre qui avait déjà une piscine de sortie extravéhiculaire. Et lorsque je suis arrivé à Cologne, je me suis rapproché des Américains qui étaient à la NASA pour leur dire nous avons une piscine de sortie extravéhiculaire, qu'est-ce que nous pourrions faire pour l'utiliser de façon plus efficace? Et on a réussi à transformer cette piscine de sortie extravéhiculaire avec des scaphandres qui n'étaient pas des vrais scaphandres, mais pour faire une préparation aux sorties extravéhiculaires. Donc quelque chose de vraiment très rentable par rapport à nous. On a aussi on a fait un système pour que l'entraînement que nous avons à Cologne soit le même que l'entraînement qu'on avait à la NASA. Donc on a réussi à faire un entraînement global pour tous les partenaires de la station spatiale. Donc ça a pris pas mal de temps. On a eu l'entraînement à Cologne sur le module ATV et la station Columbus, sur les éléments physiques, mais également sur tout ce qui était le logiciel. Et on a le côté médical et on a réussi à harmoniser tous les critères médicaux entre les Européens et les autres partenaires de la station spatiale. Donc on a fait un travail de préparation assez important qui a conduit à faire la sélection que j'ai faite en 2008, mais qui m'a fallu 3 ans pour préparer. Donc j'ai commencé en 2005 pour sélectionner les gens dont on m'a pesqué en 2008. Tous sont passés par Cologne. Ah oui, tous. De toute façon, les centres, le centre de test était un centre européen qui était réparti entre Cologne, on avait des gens qui étaient également en France, et puis des points de passage qui étaient dans différentes villes. Alors, gens qui m'ont marqué, il y en a plusieurs. D'abord, quand je suis arrivé en Russie, c'était des gens comme Leonov, qui étaient des gens impressionnants. Valentina Tereshkova, qui était aussi des premières femmes qui a décollé avec le système russe, très courageuse et très participante dans toutes les organisations du pays, quelqu'un de vraiment motivant pour les jeunes, avec une dynamique incroyable, avec une énergie incroyable que j'aime beaucoup. Des anciens cosmonautes qui étaient avec nous, qui toujours ont accepté de partager avec nous leur expérience. Donc Titov, qui était un jeune astronaute qui a volé 1 an dans l'espace avec Moussa Monarov, donc ils m'ont impressionné par... c'était un record à l'époque, la longévité de faire un vol de 1 an dans l'espace, comme ça, pendant sans aucun problème. Donc c'était vraiment intéressant de les connaître et de voir comment ça s'est passé. Ça c'est le côté américain, le côté russe. Le côté américain, les gens c'est comme... celui qui est resté d'ailleurs un peu à son corps défendant si longtemps, non? Alors non, l'autre qui est resté, qui a décollé avec les soviétiques, qui s'est posé en changement de régime là-bas, c'était Krekaliev, que je connais bien aussi, qui est resté un ami. Il l'a bien vécu alors cette... Oui. Oui. C'était assez particulier quand même. Il est le patron maintenant, il est le patron à Roscosmos. Donc il est parti soviétique dans l'espace et revenu russe. Et il est revenu russe. C'est comme si vous partiez français, vous reveniez européen, ça change pas grand chose vraiment. Hein. Oui, sauf qu'il est bon, il a été quand même confiné pendant je ne sais combien de temps d'ailleurs. 1 an. Presque 1 an. Presque 1 an, oui. Non mais les vols d'1 an ont été faits maintenant par plusieurs Russes et aussi par quelques Américains. Alors ça c'est le côté russe. Le côté américain, c'est des gens comme John Glenn, Alan Bean, Shepard, les premiers astronautes que j'ai vus, certains qui ont été sur la Lune d'ailleurs, Buzz Aldrin que j'ai connu, je suis parti en voyage d'ailleurs avec lui à Baïkonour, quelqu'un qui était vraiment extrêmement intéressant. Et aussi le fait qu'ils partagent facilement leur expérience. Et on a dû leur poser 1000 fois la même question, mais ils répondent toujours avec la même sérénité. Et ça, c'est vraiment très très bien. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai bien retenu comme personne. John Glenn, surtout parce qu'il était âgé
Et je me sers beaucoup de John Glenn quand je fais des conférences en disant aux personnes, écoutez, ne dites plus jamais que vous êtes vieux avant 77 ans, parce que j'ai vu ce gars-là à l'entraînement, il était fabuleux, et il a fait tout l'entraînement et le vol sans aucun problème, alors que l'entraînement est très dur, plus que le vol. Donc si à 77 ans on peut le faire, on n'est pas vieux avant cet âge-là. Et au niveau français, alors, il y a des gens qui vous ont un peu aidé particulièrement. Jean-Loup Chrétien m'a beaucoup. Jean-Loup m'a beaucoup aidé tout le temps, au départ, quand j'ai eu des problèmes médicaux, quand j'étais en Russie et que j'étais un peu, à un moment donné, j'étais un petit peu dans la lassitude et je n'étais pas vraiment motivé pour apprendre. C'est lui qui m'a redonné la pêche pour apprendre. Donc Jean-Pierre Régneret qui est venu avec moi, qui était vraiment aussi un garçon très, très studieux et avec une pêche incroyable pour apprendre et avec le désir de voler. Donc une bonne ambiance que j'ai eue avec mes copains français avec lesquels je travaillais directement. Et vous-même, vous avez aussi cherché à transmettre un peu votre expérience à vos successeurs? Oui, bien sûr, j'ai aidé mes successeurs pour qu'ils puissent apprendre de la meilleure façon et partager avec eux mon expérience. Au niveau, ça c'est au niveau des personnes, au niveau français, au niveau européen, il se trouve que j'ai eu des bonnes relations avec mes collègues allemands et je me suis bien entendu avec les Allemands. Et lorsque je suis arrivé au centre de contrôle, le centre des astronautes de Cologne, j'étais bien, je me suis senti bien tout de suite dans cet environnement et ma vie en Allemagne s'est vraiment très très bien passée. Vous habitiez sur place là, j'habitais à Cologne, dans la ville. C'est à environ 20 minutes de route, 25 minutes du centre d'entraînement. Donc il n'y a pas trop d'embouteillages? À l'époque, il n'y avait pas beaucoup, mais je me suis rendu compte qu'en l'espace de 8 ans, les embouteillages ont augmenté. Bien, alors oui, on avait parlé un petit peu des différents rôles du personnel dans les vaisseaux. Alors la différence entre le commandant de bord et le pilote, disons que sur le rôle du pilote, par la répartition des systèmes et des interrupteurs qui branchent les systèmes, sur la partie droite pour le pilote, vous avez tout ce qui est système APU, donc les systèmes qui font de l'hydraulique avec du courant, les systèmes des fuel cells, donc les systèmes qui font du courant, les systèmes des moteurs sont également à droite. Et tout le contrôle de la navette important est à droite. À gauche du côté du commandant de bord, il y a la fonction pilotage bien sûr, la fonction des ordinateurs, la fonction de mise en marche de l'ordinateur backup qui permet d'avoir le pilotage manuel du début jusqu'à la fin, et également tout ce qui est ECLIS, c'est-à-dire le support système, l'oxygène, le gaz carbonique, l'humidité, tout ça c'est à gauche. Donc si je peux résumer, tout ce qui est support vie, c'est le côté gauche, tout ce qui est système électrique et APU hydraulique se trouve sur le côté droit. Et les radios se trouvent derrière, donc c'était mon côté à moi, donc le système des radios. Donc c'est bien réparti entre les postes avant et arrière. Le pilotage chez les Russes, c'est différent parce que le commandant de bord est au milieu, l'ingénieur est à gauche. Aujourd'hui, on a des écrans nouvelle génération, donc on peut permuter les écrans à gauche et à droite, mais la tâche de pilotage, s'il y a besoin de la faire, en rendez-vous manuel ou en retour au sol, se fait avec des commandes qui se trouvent sur le poste de commandant de bord au milieu. Et on pourra envisager un jour d'avoir un commandant de bord français, peut-être? Ah, j'espère bien. Si on avait fait Hermès, on aurait pu avoir un commandant de bord français. Alors on va avoir un commandant de bord français bientôt parce que Pesquet va faire un deuxième vol et peut-être dans son deuxième vol, vu que c'est un deuxième vol, vu qu'il a beaucoup d'expérience et vu qu'il a bien réussi son premier vol, il risque d'être commandant de bord de la station spatiale. Et je le souhaite. Oui, alors il y a le domaine un peu de l'écologie, là justement, là, c'est vraiment un sujet dont on parle tellement aujourd'hui, que l'espace est un peu au cœur de ce problème-là d'abord. C'est un sujet très important, je parle de l'écologie classique, économique, mais de l'écologie également globale. Alors l'écologie elle est importante pour nous parce que dès qu'on va dans l'espace, un décollage va durer environ 9 minutes, mais 4 minutes après le décollage, on a déjà quitté les 100 km, qui est la ligne de Kármán, et donc on est au-dessus de l'atmosphère. Et lorsqu'on est en altitude, on est à environ 400 km, on voit au-dessus de la Terre un petit liseré blanc qui fait à peine 100 km, que l'on
ne suppose pas être aussi faible en hauteur lorsqu'on est sur Terre. Et lorsqu'on voit cette liserée qui fait 100 km, vu qu'on est en haut, on a la sensation de fragilité de la Terre encore plus, parce qu'on voit cette couche qui nous protège, et on se dit que si cette couche disparaît pour une raison ou pour une autre, on serait tous morts. Donc il y a un problème vraiment important sur la protection de notre planète, protection de cette couche d'atmosphère, protection d'écologie. Et je dirais que d'une manière indirecte, l'écologie, c'est peut-être aussi le fait que les Russes et Américains, qui avaient le plus gros armada nucléaire, d'armement nucléaire dans le monde, et qui auraient pu s'en servir éventuellement, auraient pu détruire cette écologie. Et quand on regarde la station spatiale, elle est un petit peu un signe de paix entre Russes et Américains. On imagine mal Russes et Américains se faire la guerre alors qu'ils ont une maison commune dans l'espace qui a coûté si cher, qui est aussi dangereuse et qui permet tous les jours de rapprocher les liens entre Russes et Américains. Donc la mission écologique au sens large, elle est un petit peu respectée dans le fait de la station spatiale. Alors, il y a eu quelques mauvais esprits qui, en particulier quant à la mission, aux différentes missions Apollo, on dit bon, finalement, ça s'est jamais passé réellement, on nous a un peu mené en bateau là. Quelle vision avez-vous de ce... Moi, ma vision, elle est très simple, elle est factuelle. Vous avez un satellite qu'on appelle le LRO qui passe autour de la Lune et qui fait des photos tous les jours de la surface de la Lune. Les LEM sont encore au sol, donc qu'on m'explique comment les LEM sont arrivés par miracle sur la Lune. Oui. Donc, tous les LEM sont sur la Lune, on voit tout le matériel qui a été laissé par les missions lunaires sont encore sur la Lune, donc qu'on m'explique comment ils sont arrivés. Non, mais pour moi, je crois que c'est inintéressant. J'ai entendu dire que la Terre était plate il n'y a pas très longtemps aussi. Donc, vous savez, si on commence à passer son énergie à se battre contre des choses comme la Terre est plate, ou bien comme l'accident du Bataclan n'a pas eu lieu, ou des choses comme ça, je crois que c'est une perte de temps qui n'est pas forcément nécessaire. Alors, par rapport aux aspirations que vous aviez quand vous avez décidé de vous orienter vers l'astronautique, enfin vers l'aviation en général, mais plus particulièrement vers l'astronautique, est-ce que ce que vous y avez trouvé finalement correspondait à ce que vous attendiez à y trouver? Oui, c'était vraiment, moi je suis vraiment satisfait par ce choix. Maintenant, j'aurais pu faire une carrière, comme au départ j'avais dit, dans les mathématiques, et je pense que je me serais bien éclaté dans ce domaine-là, ou une carrière de dessinateur industriel avec une école d'ingénieur, et je me serais aussi bien intégré dans ce domaine-là. Maintenant, c'est vrai que grâce à l'armée, grâce à mon travail de pilote de chasse, grâce à mes rencontres en tant que militaire, grâce à mon travail de pilote d'essai, j'ai pu avoir ce travail d'astronaute, et j'ai pu voir la Terre avec un autre angle, un autre point de vue. Et donc finalement, je suis vraiment très content d'avoir fait cette troisième option. Donc je me serais adapté à n'importe quel métier, c'est sûr, parce que je voulais vraiment étudier. Mais c'est vrai que le travail de pilote, d'astronaute est un travail qui est vraiment grand et vraiment très intéressant. Et ça correspondait à ce que vous aviez imaginé dans vos rêves initiaux? Non, parce qu'on a du mal à comprendre la pesanteur, on a du mal à comprendre l'adaptation du corps humain, le fait que chaque organe de votre corps va changer de place, va changer de dimension, et vous avez comme un métabolisme complet qui va se modifier, et voir la rapidité avec laquelle ça se modifie, et voir aussi la facilité que nous avons de nous adapter, et le bénéfice de l'adaptation sur votre corps humain. Et vous avez vu directement tout ce que les expériences que vous aviez menées pouvaient apporter à... Alors, il y a beaucoup de choses sur les expériences, bien sûr, mais le principal point de nos vols, c'est vraiment de contrôler la longévité de l'être humain dans l'espace. Donc, on a fait des vols de plus en plus longs. Aujourd'hui, on fait des vols de 1 an. On a fait plusieurs vols de 1 an. Le record, je crois que c'est 14 mois, de manière à faire des vols plus longs pour aller sur la Lune. J'ai toujours en optique une mission qui ne serait pas d'aller vers Mars, mais d'aller une mission sur un astéroïde, parce que je trouve que les astéroïdes sont plus intéressants, et surtout les astéroïdes sont dangereux, donc si un jour on a un choc entre un astéroïde et la Terre, eh bien, il serait important qu'on puisse y aller
mettre des moteurs sur l'astéroïde et piloter par des astronautes pour que la trajectoire de l'astéroïde dévie celle de la Terre. Donc ça, c'est vraiment la mission pour moi la plus intéressante, la plus noble, je dirais, la plus utile pour la Terre, pour la protection de l'écologie de la Terre. Et elle pourrait se faire de façon automatique, mais on sait très bien que c'est des missions qui sont extrêmement complexes, et si on veut qu'elles soient vraiment réussies, il faut les faire de façon habitée. Et la menace de combat quasiment entre les nations pour la conquête spatiale, dont on reparle un petit peu. Ça avait été le cas dans les années 60-70 entre Américains et Soviétiques, mais on a l'impression qu'il y a une résurgence un peu de ce problème avec l'émergence de la Chine, d'autres... Alors aujourd'hui, ça se passe assez bien parce que Russes et Américains travaillent ensemble, ils ont une maison commune ensemble qui est la Station Spatiale Internationale. Les Chinois sont un peu à part, c'est vrai, mais les Chinois coopèrent avec nous par le biais de l'association des Space Explorers, par l'ASE. Donc il y a une réunion... Il y a 2 réunions annuelles où on se voit avec les Chinois. Et les Chinois sont tout à fait volontaires pour coopérer. Les Chinois veulent coopérer avec le reste du monde. Et ils n'ont pas encore... on n'a pas encore les Chinois dans la Station Spatiale Internationale. Mais je pense qu'à terme, si l'évolution se fait de façon positive, on aura les Chinois et les Indiens dans cette Station Spatiale Internationale, ou dans la nouvelle station. Donc ce sera vraiment au niveau mondial que au niveau mondial. Ira dans le même sens. Je pense que nous avons 7 continents, nous avons 7 agences spatiales, et je pense que les 7 agences spatiales un jour vont coopérer pour aller ensemble vers la Lune, vers Mars ou vers un astéroïde. C'est donc l'avenir que vous voyez un peu pour l'aéronautique maintenant. Pour le spatial, je vois un monde uni pour qu'on puisse partager nos choses positives. Bon, bah écoutez, on va peut-être rester sur cette perspective positive, plutôt positive, parce que bon, je vois que l'heure a déjà passé et qu'il va falloir penser à vous libérer. Donc, bah écoutez, je vous remercie de vous être rendu disponible malgré toutes vos activités. Et puis... merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous.